Là, il y a toute la théorie intéressante du Hush Puppies Intervention. Est-ce que ce sont des boots on the ground ou Hush Puppies on the ground? Et là, c'est pas seulement une question de souliers. Là. Comprenez-moi bien. Quand on parle de CIA, là, on parle des Hush Puppies, on parle des forces spéciales. Donc, on parle de soldats qui n'existent pas. On parle de quelque chose qui n'existe pas. Mais en réalité, ils existent. Et ça a été un support réel, mais c'était pas au sens classique, boot on the ground. Donc, la question du 60 jours, du 48 heures après le début de l'intervention versus le 60 jours, qui doit terminer l'intervention. Donc, les troupes doivent revenir s'il y en a. Bon, on ne sait pas, c'est Hush Puppies. Et là, à ce moment-là, ça pose énormément de difficultés pour le président de justifier éventuellement. Là, maintenant, l'opération est terminée. Bon, les résultats sont positifs. Le président est intervenu au nom des droits humains à la demande de la communauté internationale par le biais du Conseil de sécurité, etc. Et ce qui m'amène finalement, pour conclure dans une approche, je dirais, vraiment globale, c'est que si le président dispose d'un appui au niveau du droit international, au niveau du Conseil de sécurité, la question que je me pose, est-ce que ça lui permet de prendre des distances par rapport au Congrès? Autrement dit, et là on revient à deux visions. Donc le multilatéralisme du président Obama qui va chercher l'appui de la communauté internationale, l'appui du Conseil de sécurité, versus l'unilatéralisme du président Bush qui évoque ses propres pouvoirs mais qui va chercher l'appui du Congrès. Donc, pour nous, ça a un impact parce qu'il ne faut pas se le cacher. Comme je le disais initialement, Washington, c'est un vortex. Il y a le Conseil de sécurité, qui est le premier vortex, et le deuxième, c'est Washington. Si les relations entre le président, l'homme le plus puissant de la planète, et le Congrès, si ces relations sont difficiles, tendues, et qu'on s'accuse d'illégalité de part et d'autre, ça peut avoir un effet sur l'efficacité du processus décisionnel et de l'action. Donc, j'oppose d'une certaine manière multilatéralisme et unilatéralisme. Si un président est unilatéral, il s'assure du Congrès, mais il envoie paître le Conseil de sécurité. Et là, il fait comme John Bolton a dit, l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une assemblée de voyous. Et on n'en a rien à foutre. Ou bien non, on adopte une approche plus démocrate, et on est multilatéral, mais là, on ignore le Congrès. On ignore le War Powers Act. Donc, on se retrouve finalement avec une situation antinomique et qui explique d'une certaine manière la réaction du professeur Bruce Ackerman de l'Université Yale qui parlait de façon théorique, entendons-nous, là, comme un bon académique, d'une possible impeachment qui pourrait être évoqué par des représentants du Congrès ou du Sénat, des représentants républicains, bien entendu. Et au fond, ce qu'on est en train de refaire, c'est le bon vieux débat à l'intérieur des pères fondateurs de la nation américaine, entre James Madison et Alexander Hamilton. C'est qu'au fond, Alexander Hamilton, c'était, si vous voulez, celui qui aurait voulu que le président s'appelle souverain, qu'il soit omnipotent, peut-être pas omniscient, mais certainement omnipotent, avec beaucoup de pouvoir. Alors que James Madison accordait beaucoup d'importance à la loi, au Congrès, et que finalement, c'est le Congrès qui déclare la guerre, power to declare war. C'est le Congrès qui décide. Et tout ce que le Commander-in-Chief fait sur le terrain, c'est de dire aux troupes, vous partez d'un point A et vous partez pour aller au point B. Point à la ligne. Ça, c'était la version de James Madison, la vision qui a été reprise d'ailleurs par une jurisprudence de 1850, pour ceux que ça intéresse, la fameuse citation du juge Taney, qui disait to direct the movement of the naval and military forces. Donc, strictement un pouvoir de direction. Alors que pour Alexander Hamilton, le pouvoir de déclarer la guerre lui revient en vertu de la Constitution, l'article 2, section 2. Il est le Commander-in-Chief et il a toute l'autorité nécessaire en vertu de la Constitution et pourrait
conformément à ce que je vous ai lu au sujet de Roosevelt dans la foulée de Pearl Harbor, pourrait ne pas devoir rendre compte finalement à qui que ce soit, sinon au peuple américain et sans tenir compte du Congrès. Donc, le but finalement de ma conférence d'aujourd'hui, c'était de vous ramener à la relation dichotomique entre le président et le Congrès et l'impact que ça peut avoir sur les opérations militaires si le président est affaibli ou encore supporté par le Congrès. Supporté, je fais référence à Roosevelt. Affaibli, je fais référence peut-être à Obama, mais certainement à Truman, à l'époque de la guerre de Corée, dans l'affaire Youngstown, où le président Truman, sur certains diront un coup de tête, mais il était un ancien avocat de syndicat. Donc, on peut penser qu'au niveau de la sidérurgie, il pouvait avoir des... Il a décidé finalement, parce qu'une grève des travailleurs de la sidérurgie nuisait à l'effort de guerre en Corée, de finalement saisir l'ensemble de l'industrie. Quand je parle de saisie, c'est saisie, avec huissier. Nationalisé, si vous voulez. Évidemment, la Cour suprême lui a donné tort, lui a dit que finalement, c'était abus de pouvoir. Par contre, dans le War Powers Act de 1942, Roosevelt a le pouvoir d'exproprier. Donc, vous voyez toute la différence que ça peut faire entre un président appuyé par le Congrès et un président qui n'est pas appuyé par le Congrès. Ce sont des décisions techniques. Mais comme je vous ai dit, je me suis fait un petit peu l'avocat du diable en marge de l'intervention du général Watkin, qui lui a, je pense, très, très bien dressé un portrait de la situation du droit international. Mais en ce qui me concerne, je pense que la question du deuxième vortex et des relations internes peut aussi avoir un impact très important. Et depuis le 11 septembre, la situation le 11 septembre n'a pas vraiment fait de différence lorsqu'on regarde l'ensemble du dossier des pouvoirs du commandant en chef depuis, je dirais même depuis les pères fondateurs. Ce sont les mêmes discours juridiques qui sont tenus de part et d'autre. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez été bien patient. Merci beaucoup à Maître Laferrière pour son intervention. Je vais maintenant ouvrir les questions pour l'Assemblée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le droit de veto présidentiel va s'exercer une fois que le Congrès envoie un projet de loi à la Maison-Blanche pour signature. Là, il peut y avoir des commentaires. Mais là, quand on parle du War Powers Act, c'est une obligation imposée au président. Et ce que le président Obama a fait, ou ce que d'autres présidents ont fait dans le passé, dont Clinton, ça a été d'ignorer le War Powers Act, tout simplement. Donc, le droit de veto n'est pas pertinent, là. En fait, c'est mon opinion. Plaisir. J'aimerais faire un parallèle avec votre présentation et celle du général Watkin. La scène qui vous avait placée, c'était on est des peuples indépendants, on a notre propre gouvernance, on a nos propres intérêts. Et avec ce qu'on observe lorsque on veut s'associer ou s'affilier avec d'autres partenaires. Votre présentation était très intéressante du fait que vous avez démontré que même le président des États-Unis, la personne la plus forte, j'ai bien aimé le fait que j'ai compris maintenant l'évolution de son pouvoir. J'aimerais transporter sur nos partenaires qui sont peut-être un petit peu plus faibles, qu'on aimerait parfois manipuler, ou qu'on voudrait qu'ils tendent vers ce qui est dans nos intérêts. Et l'importance de ne pas sous-estimer qu'ils sont vulnérables eux aussi. Que là, l'analogie que je fais avec même le président des États-Unis qui est très fort, peut aussi être fait. Parce que dans ma carrière, j'ai été quand même très sensibilisé au départ de deux hommes politiques que j'ai toujours considérés extraordinaires,
mais que son propre peuple soit éliminé. Parce que peut-être qu'on les a coincés à faire des choses. On parle à Noir-Sadat, le peuple de camp David, qui est éliminé à son propre peuple. On pense à Isaac Rabin, qui après avoir été un été éliminé. C'est peut-être une question ou un statement que je fais, je ne sais pas, mais pour vous commenter, quand dans nos relations avec nos partenaires, est-ce qu'on est assez de. Est-ce qu'on prend le temps de considérer la personne, les besoins de son peuple, et ça va peut-être moduler notre capacité à pas influencer, mais peut-être à toucher trop fort. Et voilà, parce que c'est quand même pas évident. Oui. Votre commentaire est excellent, j'apprécie beaucoup. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'une chaîne a la force de son maillon le plus faible. Et ça vaut dans les relations internationales aussi. Ça vaut dans le multilatéralisme. Quand un président, l'homme le plus puissant de la planète, éprouve des difficultés avec le Congrès, pour quelle que soit la raison, c'est bon de savoir qu'on a des partenaires multilatéraux, que ce soit le Canada, la France, la Grande-Bretagne ou n'importe quel pays de l'OTAN, qui vient comme supporter la décision présidentielle, malgré les difficultés avec le Congrès. Et de ce point de vue-là, je pense que la contribution du Canada est extrêmement importante à l'effort militaire, parce qu'on a un immense territoire, on a une petite armée, mais une petite population aussi. On n'a pas une grande population, donc c'est vraiment proportionné tout ça. Mais on a un immense territoire. Et on est un peuple pacifique. Donc, pour un président qui a une vision, je dirais, davantage diplomatique, comme le président Obama, et qui accorde beaucoup d'importance au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité, je pense qu'un partenaire comme le Canada, ça vaut son pesant d'or. Et comme je le disais, une chaîne, la force de son maillon le plus faible. Et voilà. Nous avons le temps encore pour une dernière question, éventuellement. Lieutenant-colonel Faux, je vais poser une question un peu controversée, mais... allez-y. On parle, le président américain a le droit d'intervenir pour protéger ses intérêts de la population américaine. Le Canada étant le plus grand partenaire commercial, on regarde les sables discriminés en Alberta, l'électricité, le commerce, etc. Le Canada, qui évidemment est un pays souverain, mais dans ce contexte-là, dans 40 ans, comment que le Canada va maintenir sa souveraineté dans ce qu'elle est pratiquement intégrée économiquement? Je pense que l'intégration économique, c'est pas simplement le Canada et les États-Unis, c'est l'Europe aussi. Je pense que l'intégration économique va se poursuivre. La mondialisation qui va entraîner nécessairement l'harmonisation des lois. Et là, on le voit un peu partout. On constate des différences importantes dans nos systèmes de justice criminelle. Vous avez la peine de mort en Chine pour trafic de drogue, alors qu'ici, jusqu'à tout récemment, il y a des trafiquants de drogue qui avaient le droit de sortir au 6e de leur sentence. Moi, j'ai connu des dossiers, des cas d'importation de tonnes de cocaïne au Canada. L'individu condamné à une sentence de 10 ans est sorti après moins de 2 ans. Donc, il y a une harmonisation qui va se faire. Je pense que les distinctions, l'affirmation de la souveraineté va passer davantage par la question des valeurs morales, culturelles, linguistiques. Le fait que le Canada est un pays, quand même, bilingue, avec des difficultés. Je dis pas ça, mais on a une spécificité quand même. Et je pense que la survie des souverainetés va se faire sur d'autres paramètres à l'avenir. Les questions économiques à cause de la mondialisation, ce qui va impliquer aussi l'industrie de la défense, ce qui va impliquer aussi les forces armées. Le Canada n'a pas les moyens financiers d'avoir un sous-marin nucléaire. Pourtant, ce sont les sous-marins nucléaires américains qui patrouillent nos eaux arctiques. Donc, éventuellement, on pourrait peut-être penser à avoir des équipages mixtes, comme pour NORAD. Si c'est bon pour NORAD, c'est bon pour la marine. Donc, à ce moment-là, on peut parler d'un partenariat. Ça ne veut pas dire renoncer à sa souveraineté, là. Et c'est là la différence. Parce que les enjeux locaux vont toujours rester des enjeux de souveraineté, les enjeux d'école, scolaire, en matière d'éducation, santé, services sociaux. On a une vision canadienne qui n'est pas, regardez tout le débat autour Obamacare aux États-Unis, nous, on est très loin, on est à des lunes de ça.
Et même chose dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres services sociaux, le soin de nos aînés, etc. Donc, il y a vraiment des enjeux locaux qui constituent, si vous voulez, le tissu de notre souveraineté. Et c'est à partir de ça qu'on travaille, en plus, sans parler évidemment de la tradition, du fait qu'on est catholique, on est peut-être de moins en moins, mais on l'a été à une certaine époque, et francophone. Voilà, je pense que je ne crois pas que la mondialisation va attaquer, je dirais, le tissu canadien, si vous voulez. Mais on est pris dans un processus de mondialisation, question de gestion de coûts. Et voilà. Merci. Je voudrais remercier Maître Laferrière pour son intervention qui aura permis de prolonger quelques questionnements.